Simone Bitton, bonjour. Bonjour Zour. Simone, je suis très très contente de vous recevoir aujourd'hui dans les studios de Med Radio pour notre émission Nesl Millah. C'est tout mon plaisir. Lorsque je dis Simone Bitton, me vient à l'esprit automatiquement et directement votre film sur la Palestine et l'histoire des Palestiniens. Palestine, histoire d'une terre. Ma question, Simone Bitton, vous êtes marocaine de confession juive, vous êtes native de la ville de Rabat. Je voudrais expliquer aux auditeurs et aux auditrices marocaines et marocains comment ça se fait qu'une Marocaine de confession juive réalise un film sur la cause palestinienne. J'ai réalisé un film sur l'histoire d'une terre, la terre de Palestine, dans laquelle j'ai vécu à partir de l'âge de 11 ans, parce que ma famille a quitté Rabat, comme la grande majorité des Juifs marocains, et ma famille a décidé d'aller s'installer en Israël. J'avais 11 ans. Et Israël, c'est la Palestine. Israël, c'est le pays qui a recouvert la Palestine. J'y ai passé la fin de mon adolescence. Ensuite, à l'âge de 20 ans, je suis allée en France faire des études de cinéma, mais j'étais très travaillée par cette expérience de vie là-bas, et je voulais connaître l'histoire du lieu où j'avais vécu, et j'ai découvert l'histoire de la Palestine, qui est une histoire un peu cachée en dessous. Voilà, c'est vraiment sous Israël, il y a la Palestine. Et c'est mon métier, je suis documentariste. Ce film dont vous parlez est un film qui est fait uniquement de documents d'archives. Il n'y avait pas de tournage. Voilà. Il n'y a eu pas de tournage, juste des archives, puis il y a des votre commentaire. Voilà, et un commentaire que j'ai écrit, qui est lu par une voix d'homme, une voix d'acteur. C'est un vieux film. De 1993. Voilà. À l'époque, à la télévision française, c'était pour une chaîne publique française. C'est moi qui avais écrit le commentaire. C'était un très très gros travail. Avec des historiens, des conseillers historiques, mais j'étais une jeune réalisatrice. Par la suite, je me suis imposée, et ensuite les films que j'ai réalisés qui avaient une voix de commentaire, c'est moi qui le disais. D'accord. Mais j'ai appris que pendant la réalisation de votre film, dans l'une de vos interviews, que vous avez trouvé des difficultés en fait à trouver des archives. Ça dépend lesquelles. C'est-à-dire que ce sont les images des Palestiniens qui étaient manquantes. Très souvent, dans l'histoire des archives visuelles, c'est l'image du vaincu qui est manquante, très souvent. L'image du faible. La force était du côté des vainqueurs. Les caméras, les appareils photos, les sionistes européens sont arrivés en Palestine. Par exemple, les Juifs allemands, c'était le lieu vraiment où il y avait la modernité photographique. Il y avait et puis il y avait le mandat britannique. Donc c'était des caméras britanniques et des caméras allemandes. Et la plupart des archives sont filmées de ce point de vue-là, et par eux, et non pas par les vaincus, qui étaient la population palestinienne, autochtone, en majorité paysanne, qui n'avaient pas encore, pour la plupart d'entre eux, accédé à la modernité, et puis surtout qui ont été vaincus. Donc c'était pas du tout difficile de trouver des images dans les archives sionistes, des images dans les archives israéliennes et dans les archives britanniques, à l'Imperial War Museum. Par contre, pour trouver des images de la vie quotidienne des Palestiniens, ou bien des images de l'exode des Palestiniens en 1948, ça, c'était des images qui sont encore rares et difficiles à trouver. Cela dit, je suis très opiniâtre. Et l'histoire laisse toujours des traces, l'histoire du XXe siècle en tout cas, à partir du moment. Et on en a trouvé, bien sûr. Où est-ce que vous les avez trouvées, en fait, ces images-là? Il y a beaucoup plus de photographies que d'images filmées, parce qu'il y avait quand même des photographes en Palestine, et certains de très bons photographes. Les familles bourgeoises allaient déjà dans les studios se faire photographier dans les grandes occasions, les photos de classe.
Non, ce qui était le plus difficile à trouver, c'était l'image qu'on a voulu effacer, à savoir vraiment l'image des colonnes de Palestiniens chassés de leurs terres ou bien forcés à l'exode ou Donc bien ces images-là, c'était obligés de difficile de les monter. trouver là, de l'exode? C'est-à-dire il y en a très peu, tout Très peu, simplement, d'accord. mais celles qui existaient, en tout cas celles qu'il était possible de trouver à l'époque où j'ai fait le film, le plus gros travail de ce film a été le travail de recherche d'archives. Bien sûr, pas Mmh. seulement aujourd'hui, on a toujours pu. Ce film sur l'histoire de la Palestine faisait partie d'une collection à la télévision publique française qui s'appelait Histoire d'actualité et dans laquelle il y a une dizaine ou une douzaine de films, chacun retraçant l'histoire d'un des grands conflits du XXe siècle. Il y a et tous sur la même formule. Il y a un film sur l'Afrique du Sud, sur la fin de l'apartheid, sur l'histoire de l'apartheid et sur la fin de l'apartheid. Il y a un film sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et le principe de cette série était de ne faire que toute l'image soit l'image d'archives commentée, explicitée, décryptée, analysée et commentée. Parce Mmh. que les archives peuvent mentir aussi. Il faut toujours savoir qui a filmé ou qui a pris une photo, de quelle place. Chaque archive Mmh. dévoile aussi le regard de celui qui l'a prise. D'accord. Simone, je repose la question autrement. Pourquoi vous avez fait ce film? Parce que c'est mon métier de raconter les histoires auxquelles je m'intéresse, que je connais, auxquelles j'ai accès. Et puis, bien sûr, c'est lié à mon histoire personnelle. Je n'ai euh, quasiment jamais fait de film où je dis je. Euh, mais tous mes films traitent de manière rigoureuse, je l'espère, et professionnelle, de sujets qui me sont proches. Ce pays, j'en venais. Je veux dire, j'y ai vécu de l'âge de 11 à 20 ans. J'en venais, j'y ai vécu 2 guerres, j'y ai découvert la violence, j'y ai vécu à la fois je m'y suis formée, quoi. Mon regard venait de là et donc c'était important pour moi et puis en plus, c'était une commande, on est venu me chercher. C'est-à-dire, c'est pas un sujet que j'ai proposé. Chacune de ces émissions dans cette série Histoire d'actualité était confiée à un réalisateur, considéré un peu comme spécialiste de la région traitée. Donc on est venu me chercher, on m'a proposé de faire le film sur l'histoire de la Palestine. Je sais que ce film a été beaucoup utilisé et montré en fait dans les écoles, les lycées en France. Mais le film, on l'a jamais montré, je suppose. On le montre pas dans les écoles marocaines. Il n'est Ah pas ben, connu dans les écoles marocaines, alors que c'est un outil pédagogique qui explique très très bien en fait l'histoire des Palestiniens. je pense que c'est pas particulièrement ce film. Je ne connais pas très bien la situation de l'éducation par l'image, au Maroc, mais peut-être que c'est simplement qu'il n'y a pas tellement l'habitude, justement, que les enseignants n'ont pas beaucoup l'habitude de se servir de films documentaires comme outil pédagogique, de celui-là comme des autres et c'est dommage, effectivement. Je pense que c'est vrai que ce film-là, dont on parle sur l'histoire de la Palestine, a souvent été demandé par des enseignants parce que c'était pour eux en 2 heures. C'est compliqué l'histoire du conflit palestinien et voilà, il y avait un condensé de 2 heures rigoureux, épaulé par des historiens. Ça leur facilite le travail, si vous voulez. C'est sûr, Et puis oui. pour les jeunes, comme pour les adultes d'ailleurs, l'image fait beaucoup mieux sentir que simplement la page de cours. Donc, en tout cas, le film est disponible. Il est un peu ancien aujourd'hui puisqu'il s'arrête en 1993. Donc, nous l'avons fait en 1993. Donc, l'histoire va jusque-là, en Mm, 2 épisodes. Le mm. premier épisode s'arrête en 1948, et le deuxième épisode s'arrête à la date à laquelle nous avons fait le film, c'est-à-dire à la conférence de Madrid, juste avant les accords Voilà, d'Oslo, en 93. Depuis, on pourrait faire un troisième épisode, tout à qui fait, n'est pas oui. très joyeux d'ailleurs. Mhm, mhm. Toujours concernant en fait l'histoire des Palestiniens et la Palestine, vous avez fait un deuxième film qui est un chef-d'œuvre. C'est un documentaire sur le grand poète Mahmoud Darwish. Encore une autre fois, pourquoi
vous, marocaine juive, qui a fait ce film sur ce poète qui est connu comme le plus grand poète de la cause palestinienne. Répondre par la même réponse, c'est mon métier et ce film sur Et pourquoi Mahmoud à chaque Darwish. fois vous choisissez un thème en fait qui concerne la Palestine, l'histoire des Palestiniens, le conflit, la cause, Non, je ne, non? Vous n'avez pas j'ai choisi fait ces d'autres thèmes? films, mais c'est vrai que je suis un peu spécialisée dans à la fois l'histoire et les cultures du Moyen-Orient et du Maghreb, ce qui est normal puisque ce sont les régions où j'ai vécu. Je ne vois à cela aucune. Pour moi, ça paraît tout à fait normal. Alors, peut-être vous voulez dire parce que je suis juive, devrais-je automatiquement euh, euh, c'est tellement naturel pour moi, quand vous me dites Mahmoud Darwish, pour moi, Mahmoud Darwish n'est pas seulement un poète palestinien. Mahmoud Darwish, c'est un des plus grands poètes contemporains, c'est un des plus grands poètes du XXe siècle. Ce film aussi faisait partie d'une collection à la télévision publique française, qui était une collection sur France 3 consacrée justement aux grands écrivains du XXe siècle. C'était pour fêter la fin du XXe siècle. La télévision française a fait une série d'une centaine de films. Mhm. Et pareillement, à chaque film a été accolé un réalisateur qui connaissait bien l'œuvre. Donc, d'une certaine manière, c'était aussi une commande. C'est-à-dire qu'en France, à cette époque-là, peut-être le seul réalisateur ou la seule réalisatrice qui était capable, qui était assez proche du sujet pour faire un film rigoureux et bien documenté sur Mahmoud Darwish, c'était moi. Parce que je connaissais son œuvre, je le connaissais lui personnellement. Il était votre ami. Euh, en tout cas, une connaissance assez proche. Il est devenu mon ami vraiment peut-être pendant le cours du tournage du film. Il me faisait confiance parce qu'il savait que je savais de quoi j'allais parler. Je comprenais sa poésie, même si je ne suis pas une bonne arabophone, mais je comprenais sa poésie à travers des traductions que parfois, il y a certains des poèmes de Darwish que j'ai lus pour la première fois en hébreu, même pas en français ou en anglais, mais en hébreu. Les traductions hébraïques sont très proches, Mhm. puisque les langues sont proches. Et oui, mais je m'intéresse et j'ai fait beaucoup de films sur des sujets palestiniens parce que c'est une cause qui me touche, dont je me sens responsable. Nos destins, nous juifs de la fin du XXe siècle, qui avons été arrachés à nos pays d'origine, ce qui est notre cas, par exemple, les juifs marocains, euh, pas de manière tragique comme les juifs d'Europe, mais c'est quand même un arrachement pour aller vivre là-bas. On a été à notre corps défendant, on est rentré dans une histoire de conflit où on prenait la place de quelqu'un d'autre, mais en même temps on n'avait pas ailleurs où aller. Tout cela est très compliqué, très intéressant aussi pour un documentariste. Et moi je suis attachée au peuple palestinien. Ce sont des gens dont j'ai vu et dont je vois encore la grande souffrance qui leur a été et qui leur est encore infligée par des gens qui sont mes frères, qui sont mes coreligionnaires. Il y a une responsabilité. Je me sens parfois dans une position comparable à celle des Français des Français anticolonialistes qui ont aidé les indépendantistes algériens ou bien les indépendantistes marocains à se libérer de l'occupation. Je suis de ce côté-là de l'histoire. Oui, je suis une juive qui reconnaît la justesse de la cause palestinienne, mais ça ne veut pas dire que je trahis mon peuple ou mes origines. Bien au contraire, je pense que je fais partie de ceux qui, d'une certaine manière, euh, sauvent un peu l'âme. Moi, je documente le réel. Je n'écris pas un récit national. Vous racontez ce Voilà. qui existe, en fait, la vérité. Par mon regard, Par votre il regard, n'y a pas justement. l'objectivité totale n'existe pas. Oui, Je suis bien entendu subjective, mais j'essaye d'être le plus rigoureuse possible. d'accord. Alors, revenons à Mahmoud Darwish, j'ai une question. Pendant le tournage, quels sont les moments forts qui vous ont marqué
avec ce poète? Mahmoud n'aimait pas la caméra. Elle ne faisait pas partie de son monde. C'est un homme d'écriture et c'est un homme de solitude. Et la caméra, dans un film de portrait documentaire, c'est quelque chose de très intrusif. Je suis rentrée dans sa cuisine. Je l'ai filmé en train de faire son café. Parce Vous que l'avez suivi partout, en je, fait. et c'était pour lui une violence que je comprenais. Euh, donc cela n'a pas été facile pour lui et en même temps il l'a accepté et c'était un peu, je savais, j'espère, j'ai su me retirer à des moments où il fallait se retirer et j'ai su être là à des moments où il fallait être là. Ce dont je suis le plus contente dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de moments de lui sur scène. Parce que la poésie de Mahmoud Darwish, c'est une poésie qui s'entend, Mmh. pas seulement qui se lit. Tout à fait, Et, oui. et je l'ai beaucoup suivi sur scène. Je l'ai parfois filmé moi-même avec une petite caméra en étant derrière lui sur la scène. Ce sont de très beaux moments, très forts de cinéma direct. Mmh. Et ça, je pense que c'était important pour le public occidental qui a approché cette poésie pour la première fois par le biais de ce film, le seul d'ailleurs qui est fait sur lui. Ah oui, c'est Euh, l'unique portrait de Mahmoud c'est l'unique Darwish portrait auquel il a et collaboré, en tout cas, et où il l'unique, était. film documentaire sur Mahmoud Darwish, c'est Oui, le vôtre. oui, il y a beaucoup d'images de Mahmoud Il y a des Darwish. Il y a beaucoup reportages, d'interviews, il y ouais, a beaucoup ouais. d'interviews, il y a beaucoup Mmh, de récitals filmés, mais un mais pas film un vrai documentaire, film un portrait, documentaire. non, c'est le seul. C'est le seul qu'il ait accepté. Beaucoup, parce que je vous dis, Mmh. il n'aimait C'est pas une la personne caméra et il difficile, avait. hein. Non, et c'est normal. Moi aussi, je n'aimerais pas qu'on fasse un film Mmh. sur moi. Je n'aimerais pas qu'on me suive pendant un an. C'est très intrusif quand on est une personne secrète et Mmh. solitaire et Il vous a discrète. supporté, hein. Il m'a supporté, il m'a fait confiance. Parfois, il m'a envoyé balader et je revenais le lendemain et tout allait bien. C'est comme ça. C'est un métier C'est qui est comme comme ça, ça. ouais. Faire le portrait de quelqu'un. Euh, Une chose qui n'est pas évidente, en fait. Faire un film, un documentaire, un portrait sur quelqu'un. ouais. C'est pas évident et c'est pas Ouais, facile non plus. ouais, mais c'était une très belle Très expérience belle et expérience, c'est sûr. il y a des moments d'entretien où je pense qu'il s'est beaucoup ouvert, surtout sur sa poésie, sur sa manière d'écrire, sur sa différence peut-être avec d'autres, poètes, non, c'est bien, c'est un film que j'aime beaucoup, mais qui est lui aussi un peu ancien. Je ne suis plus très jeune Mmh. et vous me faites parler de films, hem que j'ai fait en tant que réalisatrice assez jeune, Oui, voilà. Mahmoud Darwish, Quand je c'était faisais encore uniquement de la télévision, avant que je me mette à faire des films pour le cinéma. d'accord, Mahmoud Darwish, vous l'avez fait en 1997. Ouais, bah, c'est pas hier, hein, ça fait Moi, je longtemps. suis très contente d'être là maintenant devant vous, Simone Bitton, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Mahmoud Darwish. Je me rappelle lorsque j'étais adolescente, au collège-lycée, ben, j'organisais des expositions sur la Palestine et je vendais des couffiers. Et j'adorais Mahmoud Darwish. On Oui, avait une radio ouais. locale au lycée parce que c'était Mahmoud Darwish était l'idole des jeunes oui, et surtout les des années jeunes filles 80. et surtout Ouais. des jeunes filles Oui, dans tout ah le ben monde voilà, donc je arabe. fais partie Et je lui de ces disais filles alors. parfois mais j'ai l'impression d'être avec Mick Jagger, là. On sortait dans la rue, dans n'importe quel pays arabe, le pauvre d'ailleurs, c'était une souffrance pour lui. Il Ouais, ne pouvait pas sortir dans la rue, dans n'importe quelle ville arabe. il était très Il célèbre. était comme une rockstar. Ben oui, C'est pour ça qu'il aimait vivre à Paris, parce qu'à Paris, il était anonyme. d'accord, Il d'accord. pouvait aller au café sans que personne ne vienne le saluer. Moi, lorsque j'ai regardé en fait tous tes films, Simone Bittan, parce que je me dis, tes films, en regardant tes films documentaires, on arrive en fait à comprendre votre identité plurielle, multiple et complexe. Vous avez fait des films sur la Palestine, sur Mahmoud Darwish. En même temps, vous avez fait de très bons films documentaires sur la chanson arabe ou bien sur la musique arabe. D'ailleurs, un film documentaire que vous appelez Trilogie. Donc, c'est un film documentaire sur trois parmi les plus grands chanteurs de la musique ou la chanson arabe, C'est à une savoir, série, oui, oui. Kalthoum, Mohamed Abdel Wahab, Farid Al-Atrash. Cette série-là, par contre, est passée à la télévision marocaine,
sur 2M plusieurs fois même, Ouais, a on été a vu, diffusée oui. au Maroc, oui. Non, mais on a vu surtout Mahmoud Darwish, on a vu aussi Histoire de la Et Palestine vous avez vu les euh, films sur les chanteurs sur les arabes aussi, chanteurs. oui, au Maroc. Encore ma question, Je crois que هادي peut-être نطرحها je لك suis بالعربية. لا، ah OK. سيمون بيتون. علاش يمكن هاد أنا الافلام كلها، هاد الفيلم دابا الافلام كلها كترتبط بالشخصيه ديالك، بالهويه ديالك وبالثقافه ديالك. يمكن أنا انا كنقول ملي كنشوفوا الافلام ديال سيمون بيتون كنعرفوا الهويه الثقافيه المتعدده ديالها. عملت افلام حول القضيه الفلسطينيه، حول محمود درويش، ومن بعد ذلك عملتي اكبر الافلام الوثائقيه حول الاغنيه العربيه، حول عمالقه الغناء العربي، يعني ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش. لماذا، سؤال مرة أخرى، علاش هذا الاهتمام ديالك عود بالغناء وبالموسيقى العربية؟ يمكن أنا وأنت المغربية اليهودية. Je suis peut-être un spécimen d'une espèce en voie de disparition. Rare. Il y a les juifs arabes. Voilà, je suis vraiment, je me sens comme ça, une juive arabe. J'ai l'âge où on peut encore l'être. Ça a disparu de la circulation. Les gens ont décidé qu'il fallait choisir. Soit tu es juif, soit tu es arabe. Moi, j'ai pas choisi. Ouais. J'ai pas choisi, et donc même si, voilà, par exemple, je m'exprime en français parce que mon arabe n'est pas bon. Malgré tout ce que vous venez de dire, c'est vrai que je suis tout le temps dans la culture arabe et dans la langue arabe, mais je respecte trop la langue arabe pour parler en arabe à votre micro, parce que mon arabe n'est pas bon. Je l'entends bien, je peux le lire, je le comprends, etc. Mais je ne veux pas le parler parce que je veux Vous ne l'avez pas assez pratiqué non plus. Je ne l'ai pas assez pratiqué. Je suis sortie trop jeune du monde arabe. J'avais 11 ans quand j'ai quitté le Maroc. Et puis je dis toujours, la seule chose que je reproche à mes parents, Allah yarhamoum, c'est qu'ils ne nous ont pas parlé en arabe. Ils parlaient entre eux en arabe, ils parlaient entre eux en dialecte marocain, mais ils nous parlaient à nous en français. Ils voulaient que nous soyons... Ils croyaient bien faire, voilà, en nous parlant en français. Je sais qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui ont le même problème au Maroc, c'est-à-dire qu'ils coupent leurs enfants de la langue de leurs ancêtres. Et je pense que c'était une erreur, et voilà, c'est mon aliénation, voilà, je suis comme ça, mais je sais en même temps que je suis arabe. Même si je n'ai pas la langue jusqu'au bout, je sais que je le suis. Et voilà, donc je fais des films sur ma culture. En faisant des films sur un film sur Kalthoum, je fais un film sur ma culture, juive ou pas juive. C'est une façon de découvrir en fait votre identité, l'une des facettes de votre pas, identité. Elle a toujours été là. Elle est là. Elle a toujours été là. Je marchais dans la rue, comme vous tous ici dans ce studio, le jeudi soir, il y avait Kalthoum. Moi, voilà. J'ai adoré ce documentaire, mais racontez-moi en fait comment vous avez fait ce film. Parce que en écoutant l'une de vos interviews, encore une autre fois, vous avez soulevé le problème de manque d'archives pour réaliser le documentaire sur Kalthoum, contrairement à Farid Al-Atrash ou à Mohamed Abdel Wahab. Il y a un grave problème d'archives très précieuses en Égypte, mais pas seulement en Égypte, quasiment dans tout le monde arabe, y compris au Maroc, il faut le dire. De préservation des archives, des débuts des télévisions et des débuts des cinémas nationaux. C'est-à-dire les archives les plus précieuses parfois ont été soit perdues, soit volées, soit vendues à des collectionneurs privés. Et très souvent, on se retrouve, par exemple, c'était le cas pour Kalthoum, qui a quand même été filmé par la télévision nationale égyptienne tous les premiers jeudis du mois pendant des décennies. Je suis allée pour faire ce film aux archives de la télévision nationale, avec un budget pour pouvoir acquérir les droits de ces archives, pour en mettre des extraits dans mon film. Et on ouvrait les boîtes, il y avait la date du concert sur l'arboîte, et à l'intérieur, il n'y avait pas le concert, il n'y avait pas la bande. Beaucoup de choses ont disparu. Ont été vendus à des collectionneurs ou à des, je ne sais pas, peut-être à des télévisions de pays arabes plus riches qui formaient leurs fonds, des télévisions du Golfe, des choses comme ça, mais ils laissaient partir les masters. Ils ne faisaient pas une copie avant de vendre ou avant de prêter, etc. Il n'y avait pas...
et je pense que ça va mieux aujourd'hui, heureusement, mais ça fait que les débuts, des images extrêmement précieuses pour les cultures et pour les histoires nationales dans beaucoup de pays arabes sont perdues, ou alors il faut aller les chercher à à la lampe, parfois dans un autre pays que celui dont il est en question. En Égypte, c'était très clair. Euh, Au Maroc, le seul film que j'ai fait au Maroc où j'ai eu besoin d'archives, il y a eu quelques problèmes aussi. Moins, mais il y a eu quelques problèmes aussi. Il y a un manque à la fois c'est une conscience, voilà, c'est une conscience de savoir euh, préserver ces archives, les préserver en bon état, les recopier toutes les quelques années pour que le matériel reste en bon état, puisse servir aux générations futures. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, et parlons d'Keltoum, bien de votre film sur Keltoum, quelle est la séquence, en fait, qui vous a marqué le plus ou bien le moment qui vous a marqué pendant le tournage? Alors je vais vous dire, mais vraiment c'est pas par chauvinisme marocain, Mmh. mais je pense que le plus beau concert filmé Keltoum, vraiment, de tous les concerts qu'elle a donnés, et elle le disait elle-même, c'est celui qu'elle a donné au Maroc. Ah ouais. C'est celui qu'elle a donné, et dont j'ai un long passage. C'était absolument extraordinaire parce qu'elle a improvisé pendant des dizaines et dizaines de minutes. Le public était absolument Au Maroc, donc hors c'est une de lui. Et elle a toujours dit qu'elle avait trouvé au Maroc un public vraiment mélomane. Qu'elle s'était sentie, enfin, elle n'est venue qu'une fois, je pense. mmh mh. Et c'est un très beau moment dans le film. C'est un très beau moment dans le film où je me sers de ce moment pour expliquer, c'est la voix de Sappho qui lisait le commentaire dans le film, D'accord. pour expliquer ce qu'était l'improvisation, l'irtigal L de l'art Kaltoum, de reprendre le même mot, Le le même répéter. phrase, de le répéter, mais d'une vingtaine, d'une Mmh. trentaine de Mmh. manières différentes, en faisant vraiment danser la note, et c'est un moment extraordinaire, ça. Où est-ce que Simone, où est-ce que vous avez trouvé cette séquence Alors de cette soirée alors, au je n'ai jamais spectacle trouvé par exemple, je n'ai jamais Keltoum trouvé le au Maroc? master, et à ce jour, je Vous ne l'avez sais cherché au pas où est Maroc? le master. Figurez-vous qu'il y a des masters, on ne sait pas où ils sont, mais il y a quand même des cassettes VHS qui circulent, qu'on achète sur le trottoir au Caire. Et on sait des copies de recopies, et en particulier ce moment de concert extraordinaire, c'est absolument pas professionnel, mais je n'avais pas le choix, comme je ne trouvais pas le master, j'ai gonflé en format professionnel, à l'époque c'était du 1 pouce, une cassette achetée sur le trottoir. J'ai payé les droits à la télévision algérienne, parce qu'ils sont détentrices des droits, mais ils n'ont pas pu me fournir le master parce qu'ils ne l'avaient pas, parce qu'il avait disparu. Et à ce jour, je ne sais pas où il est. Là, concernant le spectacle que Keltoum a donné au Maroc. Oui. Il doit y en avoir des petits bouts, je l'espère, euh, à la télévision marocaine. C'est pas Mmh. impossible, mais des extraits, pas le concert entier. Je Mmh. pense pas. Malheureusement. Mais moi, j'ai lu, en fait, une interview à vous, où vous avez cité un passage, où vous avez essayé de définir le mot «tarab» Oui, avec Najib Mahfouz, oui, justement pour faire ce film. oui, Keltoum n'était pas en vie, il était déjà, oui, et oui. donc Donc j'ai interrogé vous des l'avez gens fait qui l'ont avec connu. qui ce film sur Keltoum? Il y a des gens seulement des gens qui l'ont connu. Par Euh, exemple, il y des a noms, si tu te des musiciens qui ont joué avec elle, des journalistes de radio qui la suivaient, de la radio égyptienne, du public, des gens de la rue, et et Naguib surtout, Mahfouz, oui, il y parmi a les une plus interview de Naguib connus, Mahfouz, Najib oui, Mahfouz, oui. vous l'avez Et Naguib Mahfouz, je interviewé. lui ai demandé effectivement d'essayer, parce que le film, je le faisais pour un public occidental, et pour nous, les Arabes, Kaltoum est synonyme, Kaltoum et arabe, c'est la même chose. Voilà. Mais comment expliquer ce mot à quelqu'un qui ne vient pas de cette culture? Alors, je me suis dit, peut-être Naguib Mahfouz, avec son intelligence et sa finesse, réussirait à le faire. Et,
Il le fait, mais il n'est pas le seul. J'ai posé dans cette séquence du film, il y a plusieurs personnes qui Oui, répondent à cette j'ai vu question. quelqu'un d'autre, mais j'ai Oui, il y pas. a plusieurs questions, Mais personnes surtout qui la, répondent à la même ouais, question. mais surtout la Et réponse de Naguib Najib m'a fait Mahfouz. l'amitié d'essayer de le traduire en français. Mm. Concernant toujours ce film-là documentaire, donc vous avez traité en fait Kaltoum, vous avez parlé Kaltoum, le film également était sur Farid El-Atrache et Mohamed Abdel Wahab. Mm. Alors parlez-moi, oui, de comment vous avez fait aussi pour travailler et faire cette partie de ce documentaire sur Farid Farid El-Atrache, El-Atrache. Quelles sont les différences, quels sont les problèmes, hein, ou bien- Farid El-Atrache, c'est très différent parce que c'est le cinéma. Bien sûr, c'était un chanteur, il hein, faisait parce aussi qu'il a des fait concerts. plusieurs films, hein, c'est Mais ça? faire le portrait de Farid El-Atrache, c'est faire l'histoire de la comédie musicale égyptienne. Hmm. C'est ce qui était notre Bollywood à nous, quoi. Oui. Voilà, c'est Mhm. toute une culture qui fait que tout le monde arabe parlait l'égyptien grâce aux comédies musicales Tout à égyptiennes. fait, Voilà. oui. Et Mohamed Abdel Donc, Wahab? Mohamed Abdel Wahab, c'est encore autre chose parce que lui est aussi un chanteur, mais c'est aussi surtout un compositeur. Donc, il a travaillé pour toutes les grandes voix du monde arabe.